Salut les amis. Wow. Alors, doucement le chapeau. Salut les amis, Bleach, review, chapitre 650, blablabla, on y va, hein, c'est parti. Alors, premièrement, mon avis, et bien tout simplement, c'est un chapitre qui m'a laissé un petit peu pantois, il m'a laissé complètement mitigé. C'est-à-dire qu'en un sens, Kubo a répondu à mes attentes, il a apporté une nouvelle attaque à Barreau, il lui a donné une forme plus offensive, et il a glissé un indice sur le passé, disons le passé de Kyoraku. Il a peut-être dévoilé l'identité de la femme en rose, celle que j'appelle la femme en rose, et il a réintroduit Nanao dans l'histoire. La seule chose qu'il n'a pas remplie dans le contrat, si je puis dire, c'est donner un 5e acte à Kyoraku, encore que on ne sait pas encore réellement. Mais bon, pour l'instant, le Bankai de Kyoraku semble avoir terminé son œuvre. On ne sait pas si réellement c'est la dernière fois qu'on le verra, mais du moins peut-être pas sous la forme Katen. C'est-à-dire que, et je vais en venir à la fin donc de ma review, le Bankai de Kyoraku que nous... comment dire que Ukitake interdisait à Kyoraku d'être utilisé, il semblerait qu'on l'ait vu en fait. Mais je suis un petit peu déçu. Mais bon, je vais en parler après, donc n'allons pas trop vite. Pour ce qui est donc de Barreau. Donc, allez, on va pas se mentir, Barreau il est dégueulasse. Là, il est dégueulasse, Barreau. Un coup de serpent, des hauts talons très chelous, une tête de coq chouette, je sais pas encore. Barreau a un problème. Donc, Barreau a très clairement une forme inspirée des anges, mais pas des anges, des angelots, des chérubins, disons des chérubins dessinés, peints dans les siècles derniers, mais pas évidemment la vraie forme des anges quasiment monstrueuse qu'on a pu voir dans des représentations très anciennes. Bah oui, parce que les anges, on en a une vision très bébé, enfin la vision chrétienne de maintenant. Les anges, on les voit soit sous forme archange, c'est-à-dire un petit peu guerrier avec une forme assez angélique, justement, limite, voilà, une espèce d'innocence, mais en même temps, voilà, de pureté, donc des personnages assez peu monstrueux en vérité. Et en ce qui concerne les angelots, voilà, des petits bébés avec des ailes, bon, voilà, franchement, ils sont un peu en mode Cupidon, vous voyez, donc c'est pas très effrayant, c'est pas très... C'est encore que vous pouvez les trouver un peu glauques, mais c'est pas très effrayant et c'est pas fait pour être monstrueux. Mais en vérité, les anges, dans leur forme originelle, ont pu avoir des inspirations très monstrueuses, et c'est vrai, des inspirations très chimériques. Donc, première chose à dire, Barreau, lui, est inspiré et représente réellement un ange, mais sous une forme beaucoup plus monstrueuse et beaucoup plus effrayante qu'on peut se figurer. Donc, si on essaie de rattacher ça à une vraie mythologie chrétienne, à ce qui a réellement existé, on peut effectivement dire que finalement Barreau se rapproche de pas mal de formes d'anges, hein, que ce soit des archanges, au niveau de son rôle et à la fois au niveau de son rôle et au niveau de son apparence. Barreau, il ressemble à la fois aux séraphins par sa forme, aux anges et aux archanges par son rôle. Également, on peut le rapprocher aussi aux chérubins. Mais ce qui est à dire d'important ici, c'est que au niveau de sa forme, il a beaucoup de points communs avec la forme des séraphins. Les séraphins ont déjà plusieurs paires d'ailes, ce que Barreau avait donc dans sa forme vol standing, dans sa première forme en vol standing. Donc il avait, d'ailleurs il l'a même en fait, je sais pas pourquoi je dis ça parce que je viens de revoir l'image, non, il a également en fait ses 4 paires d'ailes dans sa forme ultime. Donc, pardon. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la thématique de Barreau est très ancrée sur le mode, sur la forme séraphin des anges, sur les types, d'anges nommés séraphins. Alors, ce qu'il faut préciser également, c'est que dans une tradition de manga stream, ils avaient fait l'erreur de dire que voilà, Barreau était un prophète. Non, c'est pas un prophète. Un prophète, oui, il apporte la parole divine, mais un ange aussi, mais ça n'a pas du tout le même but. Un prophète apporte la parole divine et est Dieu sur terre en vérité. C'est presque ça en fait qu'on pourrait dire. Là, il ne s'agit pas de Jouhabak, il s'agit d'un messager de Jouhabak. Et les anges, c'est précisément leur rôle. Les anges sont nés
sont les messagers de Dieu. C'est-à-dire qu'ils envoient des messages à certaines personnes sur Terre. Ils sont pas là pour convertir ou je ne sais quoi, ou mener un peuple à sa destinée, ou je ne sais pas quoi. Non, non, ils sont là juste pour faire le transfert. C'est comme le mail de Dieu, en fait. Voilà. C'est un peu de la merde cette comparaison, mais enfin bon, voilà, vous voyez l'idée. Et c'est précisément le rôle de Barrow. Je reviendrai à la fin de mon petit point sur Barrow, sur un élément important qui est lié à sa forme d'oiseau. Mais d'abord, je dois dire également, je dois terminer sur les séraphins. Donc, pourquoi Séraphin? Séraphin, donc, non seulement parce que effectivement, il a la mission de messager de Dieu, mais également parce que au niveau de sa forme, il a plusieurs paires d'ailes. Or, effectivement, les séraphins étaient connus pour avoir plusieurs paires d'ailes. En vérité, 3 paires d'ailes, pas 4. Mais bon, Kubo n'est pas obligé non plus de suivre exactement la représentation des séraphins. Et j'ai pas trouvé d'ange avec 4 paires d'ailes. Enfin, je peux me tromper. Vous pouvez m'indiquer ça dans les commentaires si vous en connaissez. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les séraphins. Également aussi dire que les séraphins, les premiers, mais les anges en général, sont souvent inspirés dans leur forme de créatures chimériques mythologiques anciennes, précurseurs au christianisme. Et souvent d'ailleurs, qui apparaissent aussi dans la religion juive, hein, du coup, de l'Ancien Testament. Mais souvent également dans d'autres mythologies, comme celle égyptienne par exemple, vous pouvez retrouver des liens entre les anges et les les Uraus égyptiens, ou même, toute forme de chimère, hein, que ce soit les méduses, les sphinx, les je sais pas quoi, hein, les chimères, enfin, donc voilà, n'importe quoi. Toute forme de chimère ont donné un petit peu au départ, en fait, ces créatures ailées sont un peu les formes originelles, les inspirations pour les anges. Et du coup, autre chose très intéressante, alors là cette fois-ci spécifique aux séraphins, c'est que dans le mot hébreu, en fait, le verbe séraph signifie brûler. Il y a aussi la signification de, en gros, venimeux. Un feu venimeux en fait. Alors déjà la signification de brûler elle est intéressante parce que on voit effectivement que Barrow utilise toute une dénomination, il me semble pour son attaque, attendez je vais aller vérifier, son attaque, en gros son gros laser, je ne sais pas quoi, de bras là, il le nomme, oui non, alors sur la version française malheureusement j'ai qu'elle pour l'instant, non, mais je me semble très bien qu'il y avait la notion de feu, enfin de toute manière la notion de lumière divine qui brûle les pêcheurs, c'est très important. C'est pas moi qui l'invente. Donc voilà, Barrow lié au feu, mais également, lié à la lumière divine, et lié également, les séraphins, pardon, liés à ça, mais lié également à l'idée de venin, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que le coup de Barrow est clairement un coup de serpent, en fait. Donc, il y a ces deux idées qui sont conjointes dans le rôle du séraphin, c'est pourquoi je trouve que c'est lié au séraphin. D'autres pourront également le lier au chérubin, parce qu'on a vu aussi également originellement des chérubins sous forme un peu chimérique, mais j'avoue que je ne suis pas sûr, parce que non pas que je considère que les chérubins ne seraient pas une bonne origine pour les séraphins, pour Barrow pardon, mais les séraphins me semblent vraiment très liés à Barrow en fait. Mais après peu importe réellement, si vous voulez, je pense que là dans l'idée on s'en fiche un petit peu, là je vais dans les détails, mais Barrow c'est un ange, voilà, c'est un ange qui a une forme très monstrueuse, apparemment plutôt inspirée des versions originelles des créatures angéliques. Mais passons maintenant, donc il me semble que j'ai rien oublié à propos de Barrow. Oui non, simplement aussi pour dire qu'effectivement il a reçu une nouvelle, sa nouvelle forme lui donne une nouvelle capacité d'attaque. Mais je vais vous dire quelque chose, je suis assez déçu finalement, de manière générale, du pouvoir de Barrow. Son idée qu'il pouvait, en fait, au début, dans sa première forme, c'était un sniper, mais c'était un sniper très intéressant parce que c'était pas qu'il envoyait une balle, c'était que tout ce qui se situait entre un point A et un point Z était réduit à néant. C'était super intéressant. Là maintenant, Barrow, oui, il est impressionnant, il est puissant, son rayon laser est magnifique, là, franchement. Tout simplement qu'il lève le bras et qu'il balance une espèce de rayon comme ça c'est impressionnant. Mais comme je l'ai dit, c'est de la puissance. Et Kyoraku, lui, il gagnera pas par la puissance. Ce que je veux dire ici, c'est que le Bankai de Kyoraku, c'était tout sauf un Bankai de puissance. C'est un Bankai de... juste que le pouvoir était dans une autre dimension.
il était dans une autre dimension. De la même façon que Barrow en forme Zirael était intéressant parce qu'il semblait vraiment être dans une autre dimension, parce qu'il était intangible et tout ça, là, il semble être... Alors effectivement, il est enfant. Là, la créature semble être toujours intangible. Elle est sous forme de Reishi pur, donc effectivement, ça va être une galère totale pour la buter. Mais ce que je veux dire, c'est que, à part ça, Barrow, il a balancé que des sorts de méga puissance. Et ça reste assez basique, si vous voulez. Il n'y a pas des trucs vraiment... Curieusement, je pense que le Miracle va faire des trucs beaucoup plus bizarres, beaucoup plus glauques, beaucoup plus, voilà, tordus, à mon avis. Et j'aurais aimé. Mais en même temps, bon, c'est vrai que c'est un ange, donc il doit incarner une certaine forme de justice divine. Et c'est pas en faisant des espèces de petits trucs un peu diaboliques qu'il va s'en sortir. C'est clairement ça, en fait. Le rôle c'est vrai, le rôle de Barrow, c'est d'être un ange, donc il a des actes très... Waouh, des actes très puissants, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Donc c'est très puissant, c'est balèze. Mais bref, peu importe, donc j'aimerais juste terminer là-dessus en indiquant, en parlant un petit peu de la tête d'oiseau de Barrow. Alors certains m'ont dit que c'était une chouette, et j'ai vu sur pas mal de forums, effectivement, les gens apparentaient plutôt ça à une chouette. Or, moi je n'ai rien trouvé dans la symbolique chrétienne sur la chouette, je n'ai rien trouvé. Par contre, sur le coq, oui, un petit peu. Notamment d'ailleurs, je trouve que si c'est une apparente ça à une tête de coq, si on apparente ça effectivement à une tête de coq, Barrow a très clairement, pardon, un rapport avec les cocatrix ou les basilisques, et également une créature qui s'appelle l'Abraxax. Je vais vous mettre des images en fait de tout ça, donc pour le cocatrix et pour l'Abraxax. L'Abraxax, en fait, il me semble que c'est une créature qui fait partie d'ailleurs de la mythologie chrétienne, disons, on le retrouve dedans. Et l'Abraxax, en fait, c'est une espèce réellement, alors là, ça ressemble pas mal à Barrow, c'est qu'il a des pattes de serpent, des pattes assez sinueuses de serpent, il a un corps d'homme, une tête d'oiseau, en fait, une tête de coq, et il a des bras, surtout très important, il a des bras. Or, c'est vrai que le cocatrix n'a pas de bras, en fait. Bon, après, rien n'est vraiment très similaire, exactement, trait pour trait, à Barrow. Mais bref, peu importe, donc voilà, ça c'était pour dire ça. Et aussi, dernière chose, et ça... donc c'est assez important, Barrow en fait, en étant l'ange, est très similaire à ce qu'on appelle dans la Trinité le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'oiseau en fait, qui symbolise l'ange, c'est-à-dire le lien entre l'homme et le Dieu. Et en fait, c'est super intéressant parce que, bah ouais, c'est QFD, Barrow a une tête de Dieu, je vais arriver, d'oiseau, que ce soit un coq ou une chouette, il symbolise le Saint-Esprit en fait, et vous regarderez si ça vous intéresse, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité en tant que messager, enfin il me semble, je peux pas dire de bêtises, mais voilà, et donc ça concorde de toute manière avec l'idée d'ange. Mais bon bref, peu importe, je passe à la deuxième partie de ma review, c'est-à-dire Kyoraku, Katen et Kyokotsu, et Nanao bien sûr. Alors, première chose, la chose qui m'a vraiment troublé, et il me semble que finalement c'était ça, que peut-être que je n'ai pas compris dans ma réaction live, Kyoraku, Katen, alors je vais l'appeler Katen désormais maintenant. Katen, quand elle s'adresse à Kyoraku et qu'elle lui dit qu'il ferait mieux d'abandonner le combat et de s'enfuir, entre guillemets, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis ça, eh bien, en fait, quand elle dit ça, elle n'est pas en train de lui dire « viens, on s'enfuit », elle est en train de lui dire « viens, on va commettre le double suicide ». C'est ça qu'elle est en train de lui dire. Elle n'est pas en train de lui dire enfuis-toi du combat pour être sain et sauf, non. Non, quand Kyoraku ferme les yeux, c'est clairement une résignation, il va commettre le suicide. Ce qui est super intéressant parce que ça nous dit que en fait Kyoraku semble avoir je suis sûr qu'il semble avoir de très lourds souvenirs. Pour qu'il puisse abandonner le combat comme ça, c'est vraiment, ça casse avec l'image qu'on a de Kyoraku, qui est quelqu'un toujours qui a un coup d'avance, qui est très, très sûr de lui en fait, hein, qui est très calme. Et là, on voit Kyoraku qui abandonne, qui est prêt à mourir, enfin je veux dire qui est prêt à se suicider. Parce que vraiment les amis, c'est ça, on parle de double suicide et clairement là on avait presque les deux amants prêts à se suicider, on avait cette image là. Et c'est super fort, relisez, je vous jure, relisez le passage où on le voit, on voit Katen qui lui dit ça, mais c'est extrêmement touchant et ça fait peur, ça te dit peut-être que Kyoraku a dû être confronté à un grand malheur et que ça vaudrait pour lui, ça vaudrait de tout simplement abandonner aujourd'hui parce qu'il ne trouve plus de repos à être vivant. Mais heureusement, donc Nanao revient. Et avant de parler de Nanao, je veux juste dire une petite chose. Quand Kyoraku et Nanao discutent, ils sont dans une espèce de pochette d'ombre et on voit qu'en fait ils sont dans l'ombre de Barrow. Et dans la traduction, je ne sais plus si dans la traduction française, on a la même version. Voilà.
Effectivement, dans la traduction française, c'est traduit par Okyo. Dans la traduction manga stream, c'était traduit par lunatique. Et en fait, Okyo veut dire lunatique. Alors, certains ont compris que c'était Kyoraku qui traitait Baro de lunatique. Ce qui fait un peu de sens, effectivement. Mais Okyo, en fait, pour moi, est une autre technique de son Shikai. Parce que là, en fait, son mode Bankai a été arrêté. Enfin, il est repassé en mode normal. Mais c'est peut-être une technique de Kido, cela dit. Mais comme il n'y a pas d'incantation, je pense que c'est plus lié à son Shikai. Encore une fois, en plus, c'est lié aux ombres. Donc, ça ferait parfaitement sens. Et il se cache en fait dans l'ombre de son adversaire. Donc, encore une fois, ça peut être un petit jeu de cache-cache. Encore une fois, voilà, ça a du sens. Donc voilà, intéressant quand même de voir que l'auteur prend encore le temps pour développer le Shikai de Kyoraku. Je pense que c'est un des Shikai où il aura vraiment le plus développé, avec peut-être celui en compétition avec celui de Urahara. Du coup, donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire là-dessus, sur Kyoraku lui-même. Ensuite, il faut quand même dire, voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de son passé, de Nanao et de son Bankai. Première chose, son passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Kyoraku a très certainement des souvenirs très lourds qu'il ne nous a toujours pas révélés. Et Katen nous a révélé que le Shihakusho Rose appartenait à une autre femme. Et Nanao nous parle de sa mère, à qui Kyoraku aurait fait une promesse. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut vraiment très fortement spéculer sur l'idée que la femme en rose, c'est la mère de Nanao, qu'elle est morte et que Kyoraku, avant donc que cette femme trépasse, Kyoraku a fait une promesse à cette femme. Alors la promesse, on en a un peu l'idée, c'est que d'empêcher en fait de protéger Nanao et en gros de ne pas la laisser employer son Bankai, son Zanpakuto, parce que peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que ce Zanpakuto est très difficile à contrôler et que il est un petit peu comme Kazeshini, c'est un peu voilà, un Zanpakuto qui n'est pas compatible avec Nanao et du coup ça pose problème. Et effectivement, c'est très intéressant d'avoir regardé la rébellion des Zanpakuto parce qu'on voyait Nanao qui était justement en train d'essayer d'apprivoiser ce Zanpakuto. Super prévision, n'empêche, hein, c'est génial. Je pense que Kubo évidemment était derrière tout ça, c'est pas une coïncidence. Et donc Nanao apprend à connaître ce Zanpakuto dans ce petit épisode filler. Et bon, la relation commence à se faire, mais c'est vraiment deux relations. Enfin, ils sont assez différents quand même. Les deux sont assez différentes. Et donc Kyokotsu, ce Zanpakuto est très intriguant parce qu'il a la même forme Shikai, donc derrière elle, hein, que celui de Kyoraku. Et Kyoraku donc avait deux sabres lui en forme scellée qui se transformaient en forme Shikai de la même façon. Pour l'instant, on n'en avait jamais remis en question ce fait qu'il soit voilà, un utilisateur de deux épées, un style à double épée. Enfin voilà, un style à deux mains. Mais par contre, le problème avec ça, c'est que effectivement, quand on comparait son style avec celui d'Ukitake, Ukitake avait une seule épée en forme scellée qui se dédoublait. Et là, Kyoraku, lui, c'était différent parce qu'il avait deux épées. C'est là qu'en fait on aurait d'utilité. C'est vrai, c'est très différent en fait ça. C'est comme s'il avait deux Zanpakuto. Donc voilà, si ça tombe finalement, ce sera ma théorie, Kyoraku n'a jamais eu deux Zanpakuto. Il n'en a toujours eu qu'un seul. Et il a toujours eu qu'un seul esprit de Zanpakuto. Ce qui expliquerait pourquoi voilà, sa relation avec Aten, tout ça, bon, voilà, que c'était son esprit et c'est l'esprit de son Zanpakuto, point barre. Mais après, donc les jeux d'enfants, tout ça, peut-être pourrait toujours être expliqué, c'est toujours Katen, mais en forme enfant, donc elle n'aurait rien à voir avec Kyokotsu, mais ce serait toujours Katen en forme Shikai qui serait plus jeune. Ma théorie c'était que c'était Kyokotsu, la forme Kyokotsu, qui représentait Katen plus jeune. Mais là, visiblement, Kyokotsu n'est pas Katen, c'est différent. Donc, Kyokotsu a sûrement un pouvoir caché, dont on ignore la puissance, dont on ignore la définition de la nature, mais et peut-être un Bankai, du coup, qui n'aurait rien à voir. Ce qui m'énerve un petit peu, ce qui me gêne, c'est que j'aimerais que ce soit pas Nanao qui arrive un peu comme Nemu, d'ailleurs, c'est exactement le même schéma. Mayuri a du mal contre Pernida et du coup Nemu vient l'aider, même si c'est pas vraiment Nemu qui a terminé Pernida, encore que d'ailleurs. Mais là, j'aimerais vraiment pas que ce soit Kyoraku qui se fasse aider par Nanao et que ce soit Nanao qui donne le coup de grâce à Lily Barou. J'aimerais vraiment que ce soit Kyoraku qui donne le coup de grâce en utilisant une dernière fois quelque chose de caché avec son Bankai. Parce que je suis
pas déçu par son Bankai, mais j'ai pas envie. Pour moi, quand Ukitake dit voilà, j'aimerais pas, faudrait pas que tu l'utilises en face de toutes ces personnes-là, bah oui, mais là, vous imaginez, on transpose le Bankai face à Stark, à Karakura Town, et franchement, ça aurait pas posé trop de problèmes parce que là, Nanao était dans le champ du Bankai et elle s'est rien pris. Elle s'est rien pris. Alors là, il n'y aurait pas eu de problème. Je veux dire, bon, le Bankai n'est pas si effrayant finalement. Et bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas compris trop la puissance. On est face à un être qui est intangible, qui est limite un dieu. Donc c'est vrai que tester un Bankai contre un dieu, c'est bien, mais on n'en reçoit pas vraiment la réelle puissance. Parce que si ça tombe contre tous les autres Quincy, ils les auraient tous défoncés. Ce qui est très probable d'ailleurs. Peut-être imaginons le Bankai de Kyoraku face à Pernida. Hein, ce serait intéressant parce que là, vu que Pernida est très terre à terre, très direct, hein, elle utilise vraiment des contacts directs avec ses nerfs, c'est très physique comme pouvoir, alors que Kyoraku, lui, c'est un pouvoir très mental. Ça aurait été très intéressant de voir si ça aurait pu prendre effet sur une main, ça l'aurait coupé au niveau du poignet, du coup. Enfin bon, bref, peu importe. Donc voilà, je reste un peu sur ma fin avec le Bankai de Kyoraku, même si effectivement je maintiens, ça reste un des Bankai les mieux écrits, c'est juste qu'il souffre du fait qu'il a été hypé extrêmement beaucoup, voilà. Et du coup voilà, un peu notre état maintenant, on se dit what, c'est tout. Et effectivement moi je pense que non seulement on va voir quelque chose avec Kyokotsu qui va nous révéler un nouveau pouvoir. Est-ce que ce sera Nanao qui va l'utiliser? Je ne sais pas, je préférerais que ce soit Kyoraku, parce que finalement peut-être que Nanao va pas être capable d'utiliser son Zanpakuto et elle va au dernier moment le laisser à Kyoraku. Mais encore une fois, un flashback va être très utile, non seulement pour nous expliquer le Bankai de Kyoraku, parce que je maintiens que là, ce qui est un peu gênant avec le Bankai, c'est qu'on comprend pas trop la logique de l'histoire entre le partage des blessures, même si j'essayais d'avoir une théorie dans ma dernière review, mais partage des blessures, la maladie, ensuite le suicide dans l'eau, bon, ça reste assez vague. Il nous faut, pour moi, soit un 5e acte pour expliquer tout ça, ou les deux, hein, ou soit donc un flashback pour nous expliquer quelle relation il avait avec la mère de Nanao. Est-ce que c'était, mettons, je sais pas, sa sœur, et du coup c'est pour ça expliquerait qu'ils ont un Zanpakuto qui sont très similaires en termes de forme en Shikai, et peut-être que c'était sa femme, et du coup que Nanao était un peu sa fille, ou je sais pas pourquoi je dis un peu, était complètement sa fille. Donc voilà, un chapitre qui laisse beaucoup de questions. Moi ma théorie là-dessus effectivement c'est que Kyoraku avait une relation peut-être amoureuse avec cette femme en rose, que du coup ils avaient un Shikai assez similaire, et que Kyokotsu a été délivré à Nanao, comme une sorte d'héritage, et ce qui expliquerait donc la forme similaire des deux Zanpakuto. Mais je pense que Kyoraku, j'espère que Katen a encore quelque chose à délivrer, tout en sachant que Kyokotsu, à mon avis, va utiliser son pouvoir donc dans le chapitre suivant, et que c'est un pouvoir qui à mon avis n'aura rien à voir avec la pièce de théâtre et les jeux d'enfants. Donc voilà un petit peu mon avis sur ce chapitre 650 de Bleach. Likez, abonnez-vous, tout le bastringue, et je vous dis à la prochaine, et surtout dites-moi vos avis sur ce chapitre. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine.